Donc, ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas la croissance qu'ils espèrent. Et c'est un cercle vicieux. Plus on attend la croissance et plus il y a de petits boulots. Christine Lagarde expliquait l'autre jour qu'il fallait que les Français consomment plus. Consommer plus, ça ne fait pas un projet de vie, ça ne fait pas un projet de société. Et mon copain qui est au RMI à 480 € par mois, on ne peut pas lui demander de faire des folies, il a 480 € plus d'une location familiale. Donc demander aux gens de consommer plus, quand vous avez vu la courbe de la part des salaires, c'est un cercle vicieux. Plus on attend le retour de la croissance, plus on diminue la croissance. Et deuxième point pour lequel nous, les écologistes, on dit que la croissance n'est pas la solution, qu'il faut arrêter, que si on s'intéresse vraiment à la vie des gens qui sont en situation de chômage, de précarité, si on s'intéresse vraiment à la vie des gens, c'est se foutre du monde que de dire que la croissance est la solution. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, ça c'est une courbe très importante, elle vient du livre blanc de la Maison-Blanche qui a été publié en février 2007, donc juste avant la crise. Quand les États-Unis étaient encore le modèle, pour plein de gens, le modèle de l'économie en pleine croissance et en plein emploi. Eh bien, la Maison-Blanche expliquait qu'en fait, il y avait tellement de petits boulots aux États-Unis que la durée réelle moyenne est tombée à 33,7 heures. Avant la récession, quand les États-Unis étaient encore en pleine croissance, le chiffre que donne toujours le MEDEF et la droite, c'est la durée du travail, mais c'est uniquement dans l'industrie. L'emploi manufacturier, depuis 40 ans, ils sont en permanence entre 40 et 41 heures. Mais si on compte tous les emplois sans compter les chômeurs, vous voyez que malgré une croissance forte, qui était due à l'immigration et un niveau d'endettement colossal, mais malgré effectivement les États-Unis avaient un point de croissance de plus que l'Europe depuis 20 ans, ça c'est vrai, mais même avec une croissance forte, qui n'était pas tenable pour plein de raisons, une empreinte écologique catastrophique, un niveau d'endettement monstrueux, mais même avec une croissance forte, ils n'étaient pas du tout en situation de plein emploi, et même ils s'en éloignaient chaque année, il y avait de plus en plus de petits boulots. Ou l'Allemagne, c'est une étude qui est sortie hier du ministère du Travail. Vous êtes les premiers à voir ce graphique. Je l'ai rajouté cet après-midi. J'étais très heureux de l'avoir trouvé. C'est le ministère du Travail allemand qui montre la durée moyenne du travail en Allemagne depuis 2000. Elle est tombée un peu moins de 30 heures en 2009. Mais même avant la crise, quand on nous présentait l'Allemagne comme le pays du plein emploi, parce qu'ils ont su muscler leurs exportations et tout ça, la durée moyenne en Allemagne, c'était dans le journal La Tribune hier, vous pouvez le retrouver par Internet, était tombée à 30 heures et des poussières, sans compter les chômeurs. Donc même les pays qu'on nous montre comme des modèles, et ce serait pareil au Japon, même les pays qui avaient une croissance forte, la croissance n'était plus synonyme de plein emploi. Je vous ai d'abord montré l'évolution de la croissance en France pour dire voilà pourquoi on ne croit plus, nous les écologistes. Ça fait 30 ans qu'on nous promet monts et merveilles, ça ne marche pas visiblement. Mais même les pays où pour différentes raisons il y avait plus de croissance, la croissance n'était pas synonyme de plein emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait plus de gains de productivité depuis 30 ans que sur les 2 siècles précédents. C'est ça que nos énarques ne comprennent pas, parce qu'ils ont tous fait l'ENA dans les années 70. Donc ils n'ont pas compris que depuis 30 ans, grâce aux ordinateurs, grâce aux robots, grâce à l'intelligence des gens, des salariés, on a fait plus de productivité depuis 30 ans que sur les 2 siècles précédents. Et donc même si on produisait plus, même s'il n'y avait pas une vraie contrainte écologique, même si on n'était pas sur une planète finie, même si on ne butait pas sur des ressources en matière d'énergie, même si vous pouvez imaginer tous les même si on arrivait pour la 20e fois à relancer la croissance encore pendant un an ou deux, la croissance, plus de croissance ne veut plus dire plus d'emplois, parce qu'avec les machines, avec les robots, on peut produire plus en ayant besoin de moins de travail humain. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité aux États-Unis ou en Allemagne, avant même que la crise s'installe. Troisième raison pour laquelle nous disons, nous les écologistes, qu'il faut inventer un nouveau modèle et que la croissance n'est plus la solution, c'est que de toute façon, la croissance ne reviendra pas. On est entre adultes, donc on peut se dire les choses franchement. Le scénario le plus optimiste, c'était dans le journal Le Monde il y a quelques mois, le scénario le plus favorable, si tout va bien, si ça ne pète pas en Chine, si ça ne pète pas aux États-Unis, le scénario le plus favorable, c'est une croissance à la japonaise. Le Japon n'a même pas 1% de croissance en moyenne depuis que la bulle a éclaté. Moi, je me souviens quand j'étais à Sciences Po, il y a 20 ans, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne mettait pas un paragraphe sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. On ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne s'inclinait pas devant le Japon. Et en fait, c'était une bulle. Et depuis que la bulle a éclaté, ils n'ont même pas 1% de croissance. Pourtant, c'est le pays qui fait le plus gros effort de recherche. Et c'est très bien. Ils mettent 3% du PIB chaque année dans la recherche. C'est le pays qui a mis ses taux d'intérêt, sa politique monétaire la plus agressive. C'est le pays qui a fait le plus de plans de relance. Ça, c'est beaucoup moins bien. Ils ont foutu du béton partout. Ils ont triplé la dette publique. Ils arrivent à 200% du PIB de dette publique. Mais même en jouant au maximum sur la recherche, sur la politique monétaire, sur la politique budgétaire, en foutant du béton partout pour faire des grands travaux, le Japon n'a que 0,9, 0,95 de croissance. Et encore, c'est parce que le reste du monde lui achète ses produits. Voilà. Or, si tous les pays tombent dans la même trappe, on ne peut pas compter sur nos exportations vers la Lune ou vers Mars ou vers Pluton. Donc l'argument, on muscle notre compétitivité et on compte sur les exportations, il y a une limite. 2 dernières raisons pour lesquelles nous, les écologistes, nous disons que la croissance, il faut arrêter les blagues, il faut inventer un nouveau modèle, la croissance n'est plus la solution, c'est qu'on est dans un monde fini. Il y en a qui avaient ricané il y a 30 ans quand Meadows avait remis son prix au club de Rome, mais il a eu l'an dernier, en 2009,
le plus grand prix scientifique, justement pour le rapport qu'il avait fait en 72 sur les limites de la croissance, en disant nous sommes sur une planète finie, nos ressources en énergie, nos ressources en matières premières, nos ressources en atmosphère sont limitées, et donc c'est juste stupide de croire qu'on peut toujours consommer plus d'énergie ou de ressources naturelles dans une planète finie. On l'a pris pour un Olubrius il y a 30 ans, il a eu le plus grand prix scientifique japonais il y a 2 ans. Dire la limite de la planète, c'est 3 dépêches. C'est les Échos, ce que disaient les écolos il y a 30 ans, maintenant c'est les journaux sérieux, entre guillemets, qui le disent. Le journal Les Échos qui dit pétrole, les réserves mondiales plafonnent, la production décline. Cet été, le Mexique, c'était le 17 août 2010, le Mexique a dû avouer un peu penaud que sa production de pétrole a baissé de 20% en 6 ans. Pourtant, ils vont creuser de plus en plus profond. Tant pis pour les dégâts écologiques, tant pis pour aussi on ne maîtrise pas, on l'a vu en Louisiane, mais même en creusant de plus en plus profond, le Mexique... Donc, ce n'est pas, une théorie d'un écologiste qui pense que dans 50 ans, on aura un problème. C'est cet été, le Mexique qui a annoncé que sa production réelle, même en torchant de plus en plus les réserves, en allant plus loin possible, en écrasant les pierres ou en les extrayant au maximum, ils disent qu'ils produisent 20% de moins. Un autre exemple, c'est l'Algérie, qui explique qu'elle va diminuer ses exportations de gaz. C'était cet été aussi, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous étiez en vacances, mais l'Algérie, qui en fait, le directeur général de l'énergie a été limogé, il avait menti sur les réserves, et l'Algérie, il dit qu'elle veut garder du gaz pour elle et qu'elle va commencer à diminuer ses exportations. Donc on arrive, ça fait 30 ans ou 40 ans, moi j'étais élève de René Dumont, j'ai fait de l'agro avant de faire Sciences Po, j'ai été un des élèves de René Dumont. À l'époque, si on avait écouté René Dumont et les premiers écolos, peut-être qu'on aurait pu anticiper. Donc pour toutes ces raisons, même le Figaro qui a compris qu'on vient de vivre la décennie la plus chaude, et 2010 a été l'année la plus chaude, et vous avez vu que l'Académie des sciences vient de voter à l'unanimité un rapport qui disait que Claude Allègre avait menti. Bon, un dernier point, non mais je suis terrifié de voir les dégâts qu'a fait Claude Allègre. Claude Allègre qui explique que tout ça, le dérèglement climatique, on n'est pas tout à fait sûr. Juste cette dernière dépêche, après ça je laisse la parole. Munich Re, qui est le plus grand réassureur mondial. Donc quand il y a des dégâts, quand il y a des inondations, des incendies, les assureurs qui ont des grosses dépenses se réassurent auprès de Munich Re. Donc depuis un siècle, ils ont la plus grosse base de données. Et Munich Re vient de sortir un rapport le 5 août, mais là aussi on était beaucoup peut-être en vacances, donc peu de gens l'ont dit, mais Munich Re dit maintenant il n'y a plus aucun doute sur le dérèglement climatique. Le nombre d'événements extraordinaires, c'est-à-dire des grandes tempêtes ou des inondations ou des sécheresses, le nombre d'événements extraordinaires a triplé en 30 ans. Donc c'est pas ce qui passe. Ce qui dit, c'est qu'un événement isolé, ce qui s'est passé en Russie cet été, tout seul, ça ne prouve pas le dérèglement climatique. Ce qui se passe en Australie en ce moment, tout seul, ça ne prouve pas le dérèglement climatique. Mais quand vous avez une accumulation, quand c'est en même temps des inondations majeures dans tel pays et des sécheresses, clairement, le dérèglement climatique est en train de s'accélérer. Donc il est urgent d'arrêter de consommer toujours plus d'énergie et de dérégler en permanence le climat. Donc voilà pourquoi nous disons que la crise est plus grave que ce que disent les autres, que ça peut se détériorer. La solution, ce n'est pas seulement les questions financières. La solution fondamentale, c'est de donner du boulot à tout le monde. La meilleure façon d'éviter une nouvelle récession. Paradoxalement, les autres vous donnent l'impression, le PS ou l'UMP, qu'ils sont plus optimistes que nous parce qu'eux, ils croient à la croissance, tandis que nous, on n'y croit pas. Ce n'est pas un problème de théologie, c'est juste regarder la réalité en face et s'intéresser à la vie des gens. Et en fait, plus on espère le retour de la croissance, plus on augmente le risque d'une grosse récession. Voilà. Tandis que nous, on n'espère pas le retour de la croissance. Et on dit, voilà comment on peut créer massivement des emplois sur nos territoires. Donc tu l'as dit, les états généraux, c'est 9 mois de travail. Europe Écologie a un certain nombre de pistes. On explique comment, au niveau d'un département comme au niveau du pays, on pourrait, au lieu d'attendre que la crise soit finie, que la croissance revienne, avoir une vraie politique du logement. Aux Pays-Bas, ils ont mis des milliards sur le logement. Le fonds de réserve des retraites, en France, chez nous, il est placé sur les marchés financiers. Aux Pays-Bas, les partenaires sociaux ont dit le fonds de réserve des retraites, on le met pour construire des logements. Ça crée des milliers d'emplois. L'an dernier, en France, on a détruit 50 000 emplois dans le bâtiment. Et en même temps, on manque cruellement, ici comme ailleurs, quand vous voyez le prix d'un loyer dans le 92, il faut être très riche pour arriver à avoir 60 mètres carrés. Donc, aux Pays-Bas, ils ont construit, ça crée des milliers d'emplois, ça fait baisser les loyers, et du coup, ça distribue du pouvoir d'achat. Et c'est rentable, parce que tous les mois, il y a des loyers qui rentrent. Donc, si un département comme le 92 disait on est un des départements les plus riches, et en même temps, il y a une énorme tension sur les loyers, il y a encore des zones où on peut construire sans problème, est-ce qu'on fait, oui ou non, une priorité du logement? Nous, les écolos, on veut investir massivement, ça crée des emplois sur notre territoire. Faire des économies d'énergie, souvenez-vous le rapport de Nicolas Stern, là, le pétrole, on a cru avant-hier qu'il allait arriver à 100 $ le baril. Aussi bien du point de vue économique que écologique, il faut absolument baisser notre consommation d'énergie. Il y a 3 ans, tout le monde avait applaudi le rapport de Nicolas Stern qui disait qu'il fallait investir chaque année 1% du PIB pour faire des travaux d'économie d'énergie. 1%, ça veut dire en France 20 milliards chaque année. 20 milliards,
Et tout le monde avait dit oui, bravo, c'est vrai, c'est utile, ça fait baisser les factures des gens. Tous les gens qui payent trop de charges pendant l'hiver, si on fait des économies d'énergie, les factures sont moins chères, on diminue notre consommation de pétrole, c'est bon pour le climat, tout le monde y gagne. En fait, en France, ce qu'on fait en ce moment, c'est 100 fois plus faible. Si on écoutait Nicolas Stern, on devrait mettre chaque année 20 milliards. En fait, actuellement, il y a 200 millions. Ce qu'on fait actuellement en France en matière d'économie d'énergie, c'est exactement 100 fois moins que ce qu'avait proposé Nicolas Stern. Développer les énergies renouvelables, on est le premier parc forestier. La France a le premier parc forestier d'Europe. Il n'y a aucun autre pays où on pourrait autant se chauffer à la biomasse. Il n'y a aucun autre pays où ce serait aussi facile de faire de la chaleur avec de la biomasse. Et par contre, on est le seul pays qui utilise autant l'électricité à cause du lobby nucléaire. On est le seul pays, 80% de l'électricité qui est utilisée en Europe pour se chauffer, c'est en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est délirant par rapport... On est le seul pays, mais ce n'est pas à 2% près. 80%, si vous regardez toute l'électricité qui est utilisée en Europe pour faire du chauffage, avec un très mauvais rendement, il y en a 80%, c'est en France. C'est stupide, alors qu'on a le premier parc forestier. Ça chauffe mal et ça coûte la peau des fesses. Et quand il y a des pics, on nous explique que c'est le nucléaire, mais non, on relance les vieilles centrales au charbon qui coûtent beaucoup plus cher et qui surtout polluent énormément. Donc, développer les PME, il y a plein de PME qui n'arrivent pas à grandir. Là, on a des exemples à prendre en Allemagne, mais Jean-Marc pourrait en parler parce qu'il agit au niveau de la région. Les aider à la transmission, quand les responsables d'entreprise partent en retraite, permettent le développement de l'activité ou que les salariés reprennent l'activité. Et les collectivités peuvent aider des salariés, peuvent être partenaires de salariés qui veulent continuer l'activité et transmettre l'entreprise. Une vraie ambition pour les transports en commun, une vraie ambition pour protéger la biodiversité, pour protéger la nature. Je pense que Yann en parlerait. Très concrètement, tu as créé des dizaines d'emplois grâce à ça. Je finirai juste en disant que les propositions d'Europe Écologie, c'est des solutions triple action. En même temps, ça crée vraiment de l'emploi. En même temps, si on a une vraie politique du logement, une vraie politique sur les transports, une vraie politique d'économie d'énergie, une vraie politique sur les énergies renouvelables, un service public de la petite enfance, le développement des PME, sur la dépendance, le 4e âge, comment développer l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai problème dans le 92. Le département actuel est tenu par la droite, il voudrait privatiser tout ce qui est les problèmes de dépendance et du 4e âge. Alain, tu me disais l'autre jour, tout à l'heure, que la dépense c'est 3 000 ou 4 000 euros pour être dans une maison de retraite. Voilà. Il faut être très très riche. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il faut être très très riche pour avoir une vieillesse heureuse? Ou est-ce qu'on considère que tout le monde a le droit à l'accès à la santé, à avoir un accompagnement et qu'on développe l'économie sociale et solidaire, que ce n'est pas des grosses boîtes privées qui doivent le faire? Nous, on veut développer l'économie sociale pour que ce soit des boulots qui ne sont pas des petits boulots précaires, mais qu'on accompagne vraiment les gens qui sont très âgés, qui ont besoin qu'on les accompagne et qui veulent rester chez eux. Donc c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, si on diminue notre consommation d'énergie, si on diminue notre empreinte écologique, et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Un dernier exemple, tu disais ce que tu as fait dans ta cantine, développer le bio dans une cantine, au début on se dit ok, c'est un bobo, il est écolo, c'est très sympa. Mais concrètement, si on développe les circuits courts, s'il y a moins de dépenses de transport, s'il y a moins d'emballage en plastique, si c'est des productions locales, on diminue les coûts. On peut créer plus d'emplois, le contenu en emploi est plus important et le coût, la facture pour ceux qui utilisent la cantine, c'est moins cher. Si on a une vraie politique du logement, ça diminue les loyers. Donc avec le même salaire, vous avez plus d'argent disponible parce que les loyers ont diminué. Donc on essaie d'avoir des vraies réponses, de faire face à la crise sociale, faire face à la crise écologique, faire face à la crise démocratique. Je pense qu'on est dans un département où il y a quand même un énorme problème d'éthique. Je me souviens le dernier débat qu'on a fait avec Eva Joly et Robert Badinter pour les régionales. J'avais d'un côté Robert Badinter et de l'autre côté Eva Joly. Et Eva Joly rappelait qu'elle avait perquisitionné le Conseil général du 92 à la recherche d'un mystérieux monsieur Charlie. Personne ne savait qui était ce Charlie. Voilà. Donc on est quand même dans un département où il y a un énorme problème d'éthique. Et je pense que Europe Écologie porte des valeurs différentes. Et puis notre but n'est pas seulement de régler la crise, mais notre but est aussi d'améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous. On n'a qu'une vie, donc oui, on veut faire face à la crise, on veut régler les crises, mais on veut aussi une autre qualité de vie, plus d'équilibre, moins de violence dans les relations entre les personnes, plus d'équilibre dans les temps de transport. C'est aussi notre vision, ce n'est pas simplement répondre à la crise, c'est un autre modèle de société. Merci. Merci Pierre.